Allô, oui ? Eddie, quel plaisir de vous avoir au téléphone. Je sais que vous êtes débordé, d'où l'intérêt de vous accorder des petits moments de détente. Comme d'habitude ? Oui, bien sûr. Vous pourrez vous rendre chez Florence demain à 17h. Elle sera accompagnée d'une nouvelle jeune fille blonde, comme vous les aimez. C'est bien noté, merci. Au revoir, monsieur Barclay. Eddie Barclay, Marlon Brando, Valéry Giscard d'Estaing, Gianni Agnelli, les princes du Maghreb et du Proche-Orient, les capitaines d'industrie de toute l'Europe. Le carnet d'adresses de Madame Claude, la plus célèbre mère maquerelle du XXe siècle, est plus fourni que celui de n'importe quel chef d'État. Podcast Story. La petite provinciale, montée à Paris pour trouver son indépendance et prendre sa revanche sur les hommes, a bien prospéré tout au long des années 1960. Elle a monté un business d'escorting de luxe. Elle engage plusieurs dizaines de call girls et les envoie chez ses clients en prenant une commission de 30%. Mais à jouer avec les fantasmes des grands de ce monde, on devient une femme dangereuse. Madame Claude paiera cher le prix de ses ambitions, qui n'étaient pourtant, comme elle le dit elle-même, pas grandes au départ. Madame Claude est un personnage inventé par Fernande Grudet, un personnage androgyne, mi-homme d'affaires, mi-femme fatale. De Fernande, on ne sait pas grand-chose. Claude s'est employée à brouiller les pistes. Fernande Joséphine Grudet serait née à Angers le 6 juillet 1923 d'un père cafetier mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Son enfance se passe sans doute dans un milieu assez modeste, mais ça, elle le niera toujours. Dans ses mémoires successives, elle livre différentes versions de son enfance. Ce n'est pas de la mythomanie au sens psychiatrique. Claude sait très bien ce qu'elle fait. Elle réinvente sa vie comme elle redéfinit la prostitution. Elle en a enlevé tout ce qui était laid. Elle raconte donc être née dans un environnement bourgeois. Son enfance se partage entre son pensionnat chez les visitandines et les grandes cousinades dans la maison familiale. Dans son premier livre de confession intitulé « Allô, oui ?» paru en 1975, Madame Claude racontera un événement de jeunesse traumatique. Elle a 15 ans quand, à la suite d'une dispute, son cousin préféré, un certain Bernard, l'immobilise de force devant le grand miroir du vestibule de la demeure familiale. Mais ce n'est pas son étreinte brutale qui la blesse. Ce sont ses mots cruels. « Ma pauvre fille, regarde-toi. Tu es laide et tu le seras toujours. Personne ne voudra de toi. » Puisque cet homme qu'elle aime tant le dit, ça doit être vrai. Et pourtant, Fernande n'est pas laide. Son visage anguleux manque de grâce, certes, mais elle en gagnera en vieillissant. Plus Fernande deviendra dure, plus elle aura une beauté marmoréenne, froide comme celle d'une statue, seulement animée par l'éclat de ses yeux noirs, vifs et pénétrants, où passe parfois une expression fugitive de mélancolie. Cet épisode traumatique, qui en dissimule sûrement d'autres, entame la confiance en elle de Fernande. Puisqu'aucun homme ne peut la désirer, elle doit se rendre désirable d'une autre manière. Elle deviendra la meilleure dans tout ce qu'elle entreprendra. Pendant la guerre, elle entre en résistance avec ses cousins. Leurs jeux d'enfants sont devenus des jeux mortels, mais elle n'a pas l'impression d'être héroïque. C'est à cette période qu'elle découvre la densité de la vie masculine. Quand les femmes, en ce milieu de XXe siècle, ne vibrent encore que pour l'amour, les hommes, eux, ont aussi l'action et les grandes amitiés viriles. Dans le fond, Fernande ressemble à ces hommes, ou du moins, elle souhaite leur ressembler. Elle se sent garçon manqué depuis si longtemps. C'est à cette époque qu'elle rencontre un résistant parisien d'une quarantaine d'années, très beau et très charismatique. Elle en tombe follement amoureuse, et lui, il répond à ses avances, peut-être un peu par jeu, mais Fernande a du mal à croire qu'elle peut être aimée. Et pourtant, ils vivent une relation de laquelle naîtra une petite fille. De ce qu'on en sait,
Anne sera élevée par sa grand-mère maternelle. La jeune fille rousse ne sera jamais proche de sa mère et elles se renieront l'une l'autre. Dans les années 1990, Madame Claude jurera dans une émission de Patrick Sébastien ne jamais avoir eu d'enfant. Mais pour l'heure, nous sommes toujours à Angers pendant la guerre. Son beau résistant a été arrêté et déporté. Fernande est toujours résistante. Parfois, elle racontera elle aussi avoir été déportée, mais aucun historien ne parviendra à confirmer cette information qu'il faut tenir pour fausse. Atteinte de tuberculose, Fernande se retrouve dans un sanatorium mixte en Haute-Savoie à la fin de la guerre. Elle découvre qu'on laisse aux malades une liberté de mœurs totale. Les patients pressés de vivre se livrent à toutes les débauches. Fernande se lie d'amitié avec Lucille, une grande bourgeoise romantique, en quête d'expériences charnelles aussi variées que sophistiquées. Une chienne en chaleur, dit-elle pour la décrire. Madame Claude confiera bien plus tard que le sanatorium a été le seul lieu de débauche qu'elle a connu. Sa vie de maquerelle sera bien plus sage. Une fois guérie, Fernande décide de monter à Paris pour devenir une femme libre et indépendante. Elle suit le sens du vent et atterrit à Saint-Germain-des-Prés où les apprentis vedettes construisent ensemble leurs rêves pailletés. Fernande devient une créature de la nuit, mais elle se sent un peu perdue entre Juliette Gréco et les étoiles montantes de la scène parisienne. Les clubs de jazz et les petits théâtres ne lui ressemblent pas. Après quelques mois de bohème, elle délaisse ses amis germano-pratins et s'installe à Montmartre où elle se lie d'amitié avec la mafia corse. Là encore, où finit la réalité et où commence le mythe ? Est-elle passée par les trottoirs ou a-t-elle trouvé de vrais amis ? Difficile à dire. La seule chose certaine est que Fernande fréquente le grand banditisme qui l'adopte comme une petite sœur. C'est à cette époque que Fernande rencontre l'amour de sa vie. Hugues est un voleur solitaire. Ils sont deux cœurs blessés qui se sont reconnus, mais comment vivre une histoire sereine quand on est jeune et déjà abîmé par la vie ? Hugues et Fernande s'aiment passionnément, mais si mal. Ce sont deux caractères indépendants et jaloux à en crever. Après quelques années, ils se séparent. Fernande aux abois a l'intention de se suicider en se jetant dans la Seine. En femme méthodique, elle règle ses dettes et laisse un testament avant de se rendre sur les quais, face à l'île Saint-Louis, avec une boîte de calmants dans la poche, à prendre juste avant de se laisser glisser dans les eaux noires. Mais arrivée sur les quais, coup de théâtre. Un clochard vient lui tenir compagnie et la convainc de rester en vie. Trop beau pour être vrai ? Peut-être. Mais les historiens savent bien que la vie écrit des scénarios que tout dramaturge digne de ce nom se serait interdit. Après tout, peut-être que Fernande a bien été sauvée par la gentillesse d'un clochard. Au sortir de sa passion avec Hugues, Fernande est ruinée. Elle enchaîne des carrières avortées dans la publicité et l'immobilier. Comprenant que le salariat n'est pas sa tasse de thé, elle prend la décision de devenir son propre patron. Mais dans quoi ? Fernande reconnaît n'avoir ni talent ni passion. Fernande n'aime pas beaucoup les femmes. Elle méprise leur façon de se faire mener en bateau par les hommes. Elle se défie tout autant du sexe fort à qui elle croit ne jamais pouvoir plaire. Fernande rêve de dominer les hommes grâce à des femmes si belles qu'elle les mettrait à genoux. Que faire alors ? L'idée semble désormais évidente. Fernande va ouvrir une agence de prostitution. D'autres l'ont fait avant elle, des hommes surtout. Elle va les concurrencer sur leur terrain. Elle a désormais des relations grâce au milieu corse, mais pas question d'ouvrir une maison close. Sauf dérogation discrète en haut lieu, elles sont interdites depuis la loi Marthe-Richard de 1946. Pour trouver une solution viable pour son commerce,
Fernande se met à étudier le marché. Elle visite des prostituées, étudie le matériel et les façons de travailler. Elle opte finalement pour une technique à la pointe de la technologie de son époque. Le téléphone. Elle fait installer 2 lignes dans le bureau de son appartement. Une pour les jeunes filles et une pour les hommes. Elle n'aura qu'à faire le lien en prenant son pourcentage. Elle sera agent pour Call Girl. Agent ou plutôt Pygmalion ? Elle commence donc par elle-même. Fernande Grudet disparaît au profit de Madame Claude, une bourgeoise élégante et un peu guindée. Ses premiers clients, ceux qu'elle nomme ses amis, lui sont envoyés par le milieu. Madame Claude a une certaine idée de son métier. Chez elle, ni vulgarité, ni laideur. On ne juge pas les désirs des hommes et surtout, on évince les clients violents qui rêvent d'abîmer les demoiselles. Luxe, calme et volupté sur fond de solide culture générale, voilà le rêve de Madame Claude. Maintenant, il faut des filles. C'est là que la difficulté commence. Claude rêve de jeunes femmes sublimes et intelligentes, prêtes à faire tourner la tête des hommes. Elle commence à sortir dans les cabarets, le Crazy Horse, chez Castel ou chez Régine pour ses recrutements. Mais elle déchante rapidement. Vue de près, même les plus jolies danseuses ont un nez mal fait, ou pire, un cuit palourde. Puisqu'aucune ne la satisfait, elle va donc fabriquer des filles conformes à ses désirs. Claude se met à organiser des sortes de castings au bureau, méthode qu'elle gardera jusqu'à la fin de sa carrière. Elle fait aligner des filles contre le mur par 4 ou 5 et les observe. Elle leur demande de se déshabiller un peu, de parler. Certaines sont éliminées, d'autres seront améliorées. Elle envoie ses filles à potentiel se faire refaire le nez, les seins ou les cuisses chez des amis chirurgiens, leur créant ainsi au passage une petite dette. La dette est alourdie par des visites récurrentes chez le coiffeur, l'esthéticienne, Dior, Vuitton et autres marchands de luxe où s'habillent à la fois les grandes bourgeoises et les grandes prostituées. L'après-midi, au bureau, elle donne des cours de savoir-vivre ou d'anglais à ses filles. On raconte que les apprentis sont débourrés par des amis, du moins pour celles qui semblent nécessaire de faire tester. Puis le téléphone sonne. Allô, oui ? Claude doit trouver pour ses amis la fille idéale. Une blonde pour celui qui aime les blondes, une douce pour l'homme qui a besoin de tendresse, une fille qui hurle sa jouissance simulée pour celui qui a besoin d'être rassuré, une joueuse pour celui qui aime mimer le coq de basse-cour. Oui, elle a eu un client qui aimait faire le coq au sens littéral. Claude ne juge jamais. L'amour vénal est un jeu qui rapporte gros. Les filles sont libres d'arrêter une fois leur dette remboursée, mais quand elles travaillent, elles ne doivent pas prendre leur mission à la légère ou Claude se fâche. Pour les rendez-vous de l'après-midi, 1 à 2 par jour, les filles vont à l'hôtel ou reçoivent chez elles quand elles le peuvent. Le soir, elles accompagnent le client au restaurant ou dans les galas. Les week-ends ou les semaines de vacances sont fréquents avec les clients étrangers. Les filles sont capables de leur offrir des parenthèses enchantées où ils échappent à la pesanteur des conventions de leur monde élitiste. Durant la décennie des années 1960, Claude prospère. Son carnet d'adresses se remplit des noms des messieurs les plus prestigieux du monde. Catherine Virgiti, une call girl un peu garçonne, devient son bras droit. Elle reçoit les filles une fois par semaine et compare leur agenda à celui de Claude pour faire scrupuleusement les comptes. Madame Claude devient une célébrité. De plus en plus de jeunes filles veulent travailler pour elle par amour de l'argent ou pour le frisson. En outre, la moitié des filles façonnées par Claude finit mariée à de riches clients. L'investissement est donc particulièrement intéressant. Mais Madame Claude est toujours plus exigeante. Elle éconduit beaucoup de candidates, se créant ainsi des ennemis. Un jour,
un aristocrate dont Claude taira le nom vient la voir. Il est ruiné et souhaite que son épouse travaille pour elle. Claude refuse. La femme est jolie, mais elle a déjà passé les 30 ans. Ça ne l'intéresse pas. L'aristocrate insiste. Claude accepte à condition qu'elle puisse révéler à ses clients le vrai nom de la dame. Marché conclu. Madame de a été l'une des filles les plus demandées de Claude. La petite entreprise de la reine du proxénétisme marche si bien qu'elle doit nouer des liens avec la brigade mondaine. Claude n'est reçue que par les huiles de la police et du renseignement. Elle est obligée d'avoir des échanges avec eux pour travailler en paix, mais elle n'en révélera jamais la nature. Claude a gardé des valeurs de la mafia corse, à commencer par une certaine élégance et une grande capacité à se taire. On imagine que Madame Claude a un quotidien fait de fêtes et de réceptions. Rien n'est plus faux. Certes, les fortunes qu'elle se bâtit lui permettent d'acheter des artefacts de luxe et de beaux appartements, mais Claude ne sort guère. À 40 ans, elle a renoncé à l'amour et ne voit pas beaucoup ses clients. Elle sait que, pour bien faire son métier, elle doit rester discrète et surtout, ne pas se comporter comme si elle appartenait à leur sérail. Elle n'est qu'une prestataire de service. Un jour, son téléphone sonne. L'épouse d'un de ses clients lui demande si son mari est avec une de ses filles. Prise au dépourvu, elle nie. Quelques heures plus tard, elle informe son client. Celui-ci se plaint à son tour. Il fallait dire la vérité. L'épouse qui se s'est trompée avec une call girl de luxe a l'âme en paix. On ne quitte pas sa femme pour une pute. Tel est le monde des années 1960. Le travail de Claude est une sorte de mission d'utilité publique. Du moins, c'est vrai avant les années 1970. Mais 1968 est un point de bascule. Les mœurs se libèrent. La bourgeoise aussi veut jouir sans entrave. Les clients se font plus rares car les petites étudiantes, elles, se font moins farouches. Claude commence à avoir des commandes de clients qui cherchent une fille pour des soirées en trio car ils assurent que leur épouse est bisexuelle. Mais au retour du rendez-vous, les call girls font invariablement la même remarque à Claude. Elles se font coincer dans la salle de bain par ladite épouse qui confesse ne pas aimer les filles mais vouloir faire plaisir à son mari. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait encore des hommes pour croire que leur femme est bisexuelle. Ils n'ont toujours pas intégré la technique de gardiennage du partenaire par la surveillance rapprochée des rivales. En 1974, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République siffle la fin de partie pour Madame Claude. Celui-ci a décidé d'en finir avec la République des copains et des coquins. Claude est néanmoins bien protégée et au-dessus de tout soupçon. Un seul moyen de la faire tomber, le fisc. À partir de 1976, le juge Jean-Louis Bruguière s'emploie à démanteler son réseau et à la faire tomber pour fraude fiscale. Mais la vérité est plus subtile. Giscard n'a pas à cœur de moraliser Paris, mais de faire disparaître son nom des carnets de Madame Claude. Il en était client. Catherine Virgitti possède des photos où elle accompagne VGE en safari. Pire, Giscard est convaincu que Claude a voulu le piéger. Il faut ici raconter l'histoire incroyable de Giscard chez les putes. Avant son élection, il se rend chez une fille pour un rendez-vous de l'après-midi. 2 heures de pure détente. Malheureusement, sa jeune fille, peut-être est-ce Catherine Virgitti elle-même, vit une relation amoureuse tumultueuse avec une jeune femme en parallèle de son travail de call girl. La femme jalouse fait irruption dans l'appartement de la prostituée pendant le rendez-vous. Une scène de ménage éclate. Le client profite des cris pour se rhabiller et filer en catimini. Ce n'est qu'une fois seule dans l'appartement que les 2 femmes se sont rendues compte qu'elles ont fait fuir Valéry Giscard d'Estaing. Celui-ci confondra toute sa vie
cette scène de ménage somme toute assez banale, avec un piège destiné à nuire à sa carrière, d'où son acharnement sur Claude. Pour échapper au fisc, Claude ferme sa petite entreprise et fuit aux États-Unis où elle se marie avec un ami gay pour tenter d'avoir la carte verte. Elle ouvre ensuite un restaurant qui ne rencontrera qu'un succès mitigé. Renvoyée en France par les services de l'immigration, elle fait face aux tribunaux français après s'être cachée en vain à la campagne, dans le Lot. En 1985, elle purge sa peine. 1 an et demi de prison, écourtée par le paiement d'une caution hors de prix. Claude dira toujours qu'elle était bien trop libre dans son esprit pour se sentir enfermée. Elle a seulement souffert du comportement maltraitant d'une matonne jalouse d'elle et de sa fortune. Sortie de prison, Claude cherche un temps un travail honnête, mais elle replonge. Elle est sollicitée pour des shootings, puis pour le téléphone et le Minitel rose, mais tout cela manque de chair. Elle aime passionnément son métier. Elle aime être Pygmalion pour Call Girl. Elle remonte un petit réseau avec quelques filles et quelques vieux amis dans un appartement cossu du Marais. Elle ne sait pas qu'elle est surveillée et que les premières à la balancer à la police sont les filles qu'elle a éconduites. La première commissaire de la brigade de répression du proxénétisme est sur ses traces. Martine Monteil a une réputation de forte tête. Comme Claude, elle fait son chemin dans un milieu d'hommes et ne s'en laisse pas compter. Arrêter Claude sera son fait d'armes. Elle ne lâchera rien, accumule les preuves et prépare l'arrestation du siècle. Il est 6h du matin quand la BRP fracasse la porte de Madame Claude. Elle a à peine le temps de sauter dans un jogging qu'on l'emmène au quai des Orfèvres. Elle arrive en furie. Plus que l'arrestation, c'est sa tenue négligée qui la met en rage. Madame Claude est une création que Fernande élabore tous les matins. Sans cette armure, elle n'est plus elle-même. Après l'avoir rendue folle, Martine Monteil lui offre un privilège, un petit saut chez elle pour se refaire une beauté. Escortée par la police, Madame Claude revient au quai des Orfèvres dans un tailleur pantalon avec un brushing impeccable. Martine Monteil lui propose de dîner dans son bureau. Au menu, pizza. La BRP, c'est pas chez Castel, on l'a compris. Mais Martine Monteil veut que Claude se mette à table. En 1992, à 69 ans, Madame Claude repasse devant les tribunaux pour proxénétisme. À cette époque, la France est divisée entre ceux qui l'admirent et ceux qui la conspuent. Ces dernières années, elle a écumé les plateaux de télévision pour raconter sa vie. Habile, elle n'a jamais donné un nom, jamais brisé une réputation. Elle ne faisait que balader les télévisions et les spectateurs en racontant la simplicité de son quotidien. Elle n'a montré qu'une seule chose en vérité, qu'elle était une femme libre, que rien ni personne ne pouvait mettre à genoux et que dans le fond, elle n'avait jamais nui à quiconque. Madame Claude est condamnée à 6 mois de prison ferme et 30 avec sursis, ainsi qu'à 1 million de francs d'amende. Elle fait appel, mais le jugement est renouvelé. Avant de partir à Fleury-Mérogis, elle accorde un grand entretien à TF1. Claude travaille maintenant à l'élaboration de sa légende. « Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose », répète-t-elle avec une dureté métallique dans la voix. On ne peut que l'admirer ou la haïr pour son audace. Après la prison, Claude s'installe dans la Beauce avant de prendre sa retraite définitive à Nice, sur la Côte d'Azur. Madame Claude a disparu. Fernande Grudet est désormais une vieille dame discrète et solitaire. Dernier revers de la vie, elle est victime d'un AVC en 2013. Elle finit son existence solitaire diminuée. Elle meurt seule en 2015 à l'hôpital de Nice. Fernande est morte, mais Madame Claude gagne sa place dans l'histoire. Elle a marqué le XXe siècle. Elle a été la plus grande proxénète de France. Pas de celle qui maltraite les filles, non.
Elle a tenu parole et a fait de la prostitution un beau métier. Bien sûr, on pourra dire qu'elle avait de l'emprise sur ces call girls. Aujourd'hui, il est difficile de faire des recherches sur elle. Si les articles de presse sont nombreux, les dossiers de l'instruction de ces procès ont disparu mystérieusement des archives de la police. Ces dossiers ont-ils été dépecés par des fétichistes de Claude ou bien des agents du renseignement sont-ils passés faire le ménage à leur façon ? On ne le saura jamais, même si l'actuel commissaire de la BRP, M. Maigret, est certain que ces dossiers n'ont pas été perdus pour tout le monde. C'est Patricia Hersman, une de ses anciennes filles, qui lui rend le plus bel hommage en écrivant en 2020 « Call Girl du tout Paris, confession d'une fille de Madame Claude » aux éditions du Nouveau Monde. Patricia parle de ses années d'escorting avec bonheur. Elle n'a jamais été forcée à faire quoi que ce soit. Elle n'avait même pas de dette, car Claude ne lui a jamais avancé d'argent. Elle était très appréciée de sa patronne et la tenait en haute estime. Tout cela dérange, bien sûr. La prostitution consentie et heureuse ne plaît guère aux abolitionnistes. Et pourtant, c'était ça, Madame Claude. Elle a enlevé tout ce qu'il y avait de laid dans la prostitution. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.